Bonsoir tout le monde, je suis Dr Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine à Boujtok. Ce soir on va traiter un sujet très important, il s'agit de la mauvaise compagnie. Alors le live est dédié aux adolescents et aux jeunes âgés de moins de 24 ans. Et tout cela dans le cadre de la prévention, de la sensibilisation, de la protection de nos petits poussins, de tout type ou toute voie vers la dépendance et l'addiction. Alors la mauvaise compagnie, c'est une question qui est très vague. C'est un sujet qui est très énorme, géant, arborisé et vaste. On va essayer ce soir de bien se concentrer sur les points clés de ce sujet. Parce que quand on dit la mauvaise compagnie, ça ne veut pas dire forcément les mauvaises personnes. Okay? Quand on dit on est dans une relation toxique, ça ne veut pas dire qu'on est avec une personne qui est mauvaise. D'accord? Il faut savoir bien diagnostiquer, bien décrire et surtout bien analyser les choses. On n'est pas là pour complimenter les gens. On vit pas pour plaire à tout le monde. On vit pas pour répondre présent à toutes les demandes. On vit pas pour rendre tout le monde heureux. Ok? C'est pas notre but, c'est pas notre fin. Je pense que chacun de nous est responsable de son état d'humeur. Ok? À part les enfants, bien sûr. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand, par exemple, dans mon cabinet, j'ai remarqué que, et dans ma pratique médicale depuis mon jeune âge, depuis le stade de stagiaire, j'ai remarqué un truc très important. J'ai remarqué que quand il n'y a pas une bonne entente entre les parents et leurs enfants, qu'est-ce qui se passe? On aura des conflits, on aura des accrochages, on aura des tensions, on aura un problème de communication. Alors quand il y a un problème de communication, il y aura sûrement une perte, il y aura sûrement des fuites, il y aura sûrement des dangers auxquels les petits vont être exposés. Parce que quand même les parents, ils sont là pour protéger, ils ont l'intention de protéger leurs enfants, mais des fois, même si on a une bonne intention, on a de la bonne foi, on a vraiment un bon cœur, des fois, on pousse les gens qu'on aime à commettre des erreurs flagrantes. On pousse nos enfants à nous contrarier, on pousse nos enfants à... c'est comme si on booste leur curiosité qui leur mène ou qui les pousse à... qui les motive à prendre des décisions qui sont très dangereuses. D'accord? Donc le problème de communication en intrafamilial est un problème très sérieux qui nécessite une bonne explication. Pourquoi nous avons des problèmes de communication dans les familles? Ben, la réponse est claire pour moi et j'espère que ça le sera pour les autres. Moi je pense que quand il y a un problème de communication ou d'entente ou de compréhension entre un adulte et un adolescent, je pense que c'est toujours l'adulte qui est fautif. Pourquoi? Parce qu'on a tous été enfants, on a tous été ados, on a tous été têtus, on a tous eu un désir très important de devenir nous-mêmes, on a tous eu cette volonté, cet amour, ce désir, ce plaisir de découvrir la vie. Et je pense qu'on ne doit pas être privé de ce droit, parce qu'on a le droit de découvrir. D'accord? Mais il faut qu'on soit gâté par un certain parrainage, si vous voulez, assez bien calculé, assez sage, de la part des gens qui nous aiment normalement. Donc, par exemple,
la mauvaise compagnie, quand on veut expliquer la mauvaise compagnie à un enfant ou à un adolescent âgé de 12 ans, bah, automatiquement, il ne va pas comprendre. Pourquoi il ne va pas comprendre? Parce que la première chose qui lui traverse l'esprit, c'est quoi? C'est qu'il y a un parent qui veut limiter sa liberté. Merci docteur, je vous en prie. Tu as l'impression qu'il y a quelqu'un de ta famille, un parent, qui veut vraiment faire de toi un esclave, un prisonnier, un robot, et qui veut faire de toi tout ce qu'il veut. Alors quand on assiste à ce type de maltraitance, si vous voulez, parce que ça c'est de la maltraitance. Pourquoi je dis ça? Parce que tu veux protéger ton enfant, ok. Mais quand tu le prives du plaisir de sentir qu'il est en train de devenir un homme, là je parle du sexe masculin, c'est-à-dire les garçons, ils se sentent menacés. Alors quelqu'un qui se sent menacé, automatiquement il y aura une comme une sorte de contre-attaque. Il y aura une réaction. Alors un enfant qui réagit, un enfant qui se sent menacé, un enfant qui se sent, ou un adolescent ou un pré-adolescent qui se sent menacé, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui veut le priver de sa personnalité, de sa personne, bah, automatiquement il va réagir. Alors la réaction d'un enfant âgé d'un préadolescent ou d'un adolescent, je suis sûre qu'elle ne sera pas aussi sage que la réaction d'un psychiatre âgé de 50 ans. On est bien clair. La réaction d'un adolescent face à une menace, parce que lui il se sent menacé, comme je vous l'ai expliqué, donc elle sera sûrement moins sage que la réponse d'un homme d'affaires âgé de 40 ans, 45 ans, de 50 ans, de 60 ans. Il y a de la sagesse. On est tous d'accord sur un point très important, c'est que nous, on continue à essayer d'être la meilleure version de nous-mêmes et chaque jour, on travaille sur la sagesse. Le savoir, on peut l'avoir, le diplôme, on peut l'avoir, l'argent, on peut l'avoir, mais la sagesse, on doit travailler dessus. Donc, pourquoi on attend et alors, pourquoi il y a des parents qui osent demander à leurs petits poussins d'être sages? Bonsoir, docteur Ramadan Karim. Madame Asma. Merci à vous aussi. Alors, là, c'est un conflit. C'est un petit problème, ok, qui a de grandes conséquences sur la santé, sur la vie et sur le futur, l'avenir de votre enfant. On ne peut pas et on ne pourra jamais protéger nos enfants de la mauvaise compagnie tant que nous avons un problème de communication dans la maison. Parce que quand tu veux faire de lui un esclave, une poupée, une fillette, ok, une gamine, le garçon, surtout le sexe masculin, le garçon, il ne peut pas, il est incapable de tolérer ce que vous êtes en train de faire. Vous allez me dire, mais je suis sa maman, mais je suis son papa, mais je connais très bien ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour toi. Alors, à quel âge vous avez compris ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour votre fils ou pour un enfant? Je suis sûre qu'à son âge, vous n'étiez pas aussi sage que maintenant. Parce que si tu étais aussi sage que ton état actuel, c'est-à-dire si tu es à l'âge adolescent, tu étais aussi sage que maintenant, cela veut dire que tu n'as pas progressé. Cela veut dire que tu es resté coincé dans un stade de sagesse. On est bien d'accord. La sagesse, c'est ton niveau de sagesse qui te permet de connaître ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ce qui est bénéfique et ce qui est nocif. Quand tu parles avec ton enfant, quand tu parles avec ton fils, quand tu parles avec ta fille, quand tu parles à un adolescent, tu dois savoir qu'il y a un grand écart de maturité entre toi et lui. Ok? Des fois c'est l'inverse, des fois c'est le petit qui est plus mature que le papa. Mais on ne va pas parler des exceptions. دوي بالعربية دكتورة أنا ماشي كل شيء قاري
سي نصر اليوم درت لايف بالعربيه الا ما حضرتيش لي راني خليته مسجل على يوتيوب على فيسبوك ودابا بغيت ندوي بالفرنسيه مرحبا. Alors là je pense que l'idée est bien claire. Tu parles à un petit qui n'a pas le même cerveau que toi, qui n'a pas vécu les mêmes expériences que toi, qui n'a pas été déçu, parce que la déception, c'est un moyen qui nous permet de progresser, de devenir mature rapidement. Ok? Ton fils n'a pas encore vécu les deuils. Le deuil, c'est une expérience qui nous permet de grandir rapidement. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà perdu quelque chose ou quelqu'un de très important? Je ne sais pas, est-ce que vous avez perdu, ou vous avez, voilà, vous avez perdu quelqu'un, plusieurs personnes, ok, de votre famille, de vos proches. Votre enfant n'a jamais perdu quelqu'un. Vous, vous avez perdu vos parents, par exemple. Votre enfant n'a jamais perdu ses parents. Donc, il ne connaît pas le deuil. Vous, vous avez perdu vos parents et vos frères et sœurs, donc vous connaissez très bien la valeur et l'importance et le poids et voilà la valeur d'un parent. Pourquoi? Parce que vous l'avez perdu, alors que votre enfant ne peut pas connaître ça. Il faut que les choses soient bien claires dans notre tête. Il ne faut pas continuer à se mentir, parce que, par exemple, je vais parler de moi-même. Moi, j'ai déjà perdu mon père, que son âme repose en paix. Donc je connais très bien c'est quoi un deuil, je connais très bien la place d'un père. Mais je ne pense pas que je connaissais très bien, ou de la même façon, ou de la même intensité, avec le même niveau, voilà, la même intensité, la valeur d'un père. C'est le deuil qui m'a permis de bien comprendre la place d'un père dans la famille. Ok? Donc je ne peux pas demander à mon fils de comprendre l'importance d'un père, ou je ne peux pas lui critiquer, par exemple, le fait de ne pas être capable de bien apprécier, de bien connaître la valeur d'un papa, parce que lui, il n'a pas encore perdu son papa. L'éducation, elle est importante. L'apprentissage est important. L'amour est important. Le respect est important. Ok? On est bien d'accord? C'est bien d'éduquer son enfant. C'est bien de lui montrer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. C'est bien de dire à son enfant, de montrer à son enfant combien c'est très important d'avoir un papa dans la famille. Mais le jour J où son père va décéder, automatiquement, il va comprendre l'importance de son papa plus qu'avant. Ok? Ça c'est vrai, ça c'est logique, ça c'est réel. Donc je dois admettre et comprendre la relativité. La relativité c'est quoi? C'est que un parent âgé de 40 ans n'a pas le même cerveau qu'un enfant âgé de 12 ans. Un papa âgé de 40 ans n'a pas le même niveau de sagesse qu'un enfant âgé de 12 ans. Manque de communication, un phénomène peut-être à cause du père qui s'absente fréquemment du foyer et communique à peine avec ses enfants. Dans certaines familles, les parents ne créent pas les opportunités pour communiquer. J'ai perdu J'ai perdu votre commentaire parce qu'il est un peu long. Mais merci d'aclaration de sujets qui sont très intéressants. Je vous en prie, Léla Asma. Alors, ce que j'ai retenu de votre commentaire, bon, une partie de votre commentaire, c'est que l'absence répétitive ou très prolongée du père, d'accord, ça peut créer ou ça peut minimiser l'opportunité ou les occasions de communiquer, ok? Je suis totalement d'accord avec vous. Très bien. Alors, on a dit que la relativité, c'est un élément qui est très important. On doit toujours prendre en considération certaines choses avant de juger.
Donc là, quand on trouve un conflit entre une personne, un parent et un enfant, je pense que la personne fautive, c'est automatiquement le parent parce que vous êtes relativement plus mûr, plus mature, plus sage, majeur et vacciné que votre enfant. Donc lui, il est incapable de comprendre certaines choses. Ok? Très bien. Alors la mauvaise compagnie, bon, pourquoi j'ai commencé par ça? Parce que la meilleure personne qui pourra protéger ses enfants de la mauvaise compagnie, c'est qui? Ce sont les parents. Mais quand les parents veulent protéger leurs enfants, ils sont des fois incapables de bien communiquer. Pourquoi? Alors premièrement, parce que, comme je l'ai expliqué, ils croient que l'enfant est capable de comprendre ce qu'ils ont dans le crâne. Deuxièmement, ils croient que si je suis un parent, si je suis ton papa, donc j'ai le droit. J'ai le droit de t'interdire. J'ai le droit de te maltraiter. J'ai le droit de t'insulter. J'ai le droit de te ridiculiser. Vous n'avez pas le droit de maltraiter votre enfant. C'est un enfant, ce n'est pas un objet. Ça ne fait pas partie de vos biens. Vous ne possédez pas vos enfants. D'accord? Avoir un enfant, c'est pas comme s'offrir une voiture. Et même quand on achète une voiture, on insiste beaucoup sur la maintenance, sur l'entretien, sur beaucoup de choses. Vous allez vérifier le bon fonctionnement, la qualité, la quantité de tous les liquides qui se trouvent à l'intérieur. Que ce soit fuel, eau, huile, beaucoup de choses. Si vous avez une voiture, vous allez prendre soin d'elle, vous allez vérifier l'état des pneus, vous allez vérifier l'état du moteur, vous allez faire une visite technique. D'accord? La maintenance, l'entretien des choses est très important. Ben, un enfant, c'est la même chose, on dirait la même chose. Tu as un enfant, tu dois faire les mains et les pieds pour vérifier, pour faire le diagnostic, pour assurer une certaine visite, si vous voulez. Donc, s'il vous plaît, gardez dans l'esprit que un enfant, ce n'est pas un objet. On ne possède pas nos enfants. Avoir un enfant, c'est une expérience magnifique, merveilleuse, là où il y a des hauts et des bas. Et c'est très normal. Je pense que, en principe, dans la vie, il faut admettre la vie pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes au sein de votre famille, c'est très normal. Mais tout dépend du type, la profondeur des problèmes et puis la qualité de la résolution des conflits. Il faut qu'il y ait des conflits. Il faut apprendre à bien analyser et résoudre ces conflits. D'accord? Très bien. Alors, juste une petite remarque, s'il vous plaît. Méfiez-vous d'une fausse page. Il y a une fausse page sur Facebook qui porte mon nom et qui rediffuse mes lives en mode direct. Donc, vous aurez l'impression que vous êtes en train de me regarder en direct, surtout quand je réponds à une question. Faites très attention, c'est pas moi. J'ai déjà déposé mes plaintes contre eux. Donc, s'il vous plaît, ne communiquez jamais avec n'importe qui, ok? Faites très attention. Pourquoi? Parce que cette fausse page publie des publicités de médicaments et arnaque les gens, ok? Donc pour éviter tout ça, alors moi maintenant je suis en train de finaliser une procédure très importante qui va changer ma façon de travailler dorénavant. Donc il s'agit de consultations à distance, quelque chose que je faisais depuis toujours avec mes patients. Et maintenant, je suis en train de travailler sur ce projet pour la première fois de consultation à distance, consultation vidéo à distance. Donc pour communiquer directement avec moi, il y a un seul moyen, c'est quoi? C'est à travers ce site qui est mentionné sur l'écran, www.docexpress.ma. Vous allez trouver mon profil
ma biographie, mon expérience professionnelle, tout ce que vous voulez. Vous allez trouver mon numéro de téléphone, vous allez trouver l'adresse, vous allez trouver. Et moi, jamais je me mettrai en contact direct avec vous que par c'est-à-dire, je ne pourrais jamais vous faire une consultation à distance sans avoir reçu un email de votre part. D'accord? Ça, c'est une façon qui va me protéger. Oui, il est 22h38. D'accord? Très bien. Donc, si vous avez besoin d'une consultation à distance, vous pouvez très bien me contacter via www.docexpress.ma. Je vais recevoir votre email, je vais vous envoyer un email de ma part pour vous demander, pour confirmer. Bon, la confirmation se fait directement sur le site, mais moi j'ai commencé par envoyer un email pour vous expliquer comment est-ce que ça va se passer, comment ça se déroule, parce qu'il y a des gens qui n'ont aucune idée sur les consultations à distance au Maroc, et je pense que c'est très important de recourir à ce type de service. Je rappelle que ce sont des consultations d'orientation médicale et non pas de traitement. Ok? Alors, ce qui est magnifique, c'est qu'on peut rédiger sur ce site, rédiger un document médical, une lettre d'orientation qui pourra vous être utile pour la présenter à votre médecin traitant ou à votre médecin spécialiste. C'est une façon de gérer parce que le médecin généraliste est un manager médical. Naturellement, vous ne nous privez pas de vos lives. Très bien. Alors maintenant, on va bien se concentrer sur la mauvaise campagne. Donc on a dit que la première personne qui a la possibilité de te protéger intensément et efficacement de la mauvaise compagnie, ce sont tes parents. Donc soit on commence par la correction, si vous voulez, ou par le traitement, ou par l'amélioration de la communication parents-enfants, soit on va recourir à un médecin. Et le médecin va toujours commencer par la même chose. C'est-à-dire, par exemple, dans ma pratique quotidienne, lorsque je traite des gens qui sont accros à la cigarette, des tabagiques, des alcooliques chroniques, alors là, qu'est-ce qui se passe? On aura toujours à commencer par le commencement. C'est-à-dire, on doit toujours, au lieu de se concentrer sur le tabac, la cigarette, l'alcool, bon, restons concentrés sur le tabac. Au lieu de se concentrer, au lieu de s'intéresser que de la cigarette, je pense que c'est très intelligent d'écouter le patient. Et moi, à chaque fois que j'écoute les patients, à chaque fois que j'écoute le tabagique, je remarque toujours, je fais toujours la même remarque, c'est quoi? C'est la mauvaise communication familiale. Il n'y a personne qui s'entend avec l'autre. Il y a des parents qui sont malades. Il y a des parents qui sont malades. Un parent malade, normalement, ou une personne malade sur le plan psychico-mental n'a pas le droit de se marier et d'avoir des enfants sans avoir obtenu une autorisation de la part du médecin traitant ou du médecin spécialiste en psychiatrie. C'est très important. Pourquoi? Une maman qui a un problème de dépression, une maman qui a un problème de peur d'abandon, une maman qui est paranoïaque, je pense pas, et je suis sûre que ces enfants n'ont pas la possibilité d'être en bonne santé psychique et mentale. D'accord? Thank you so much, Karim. So kind of you. He says, I was honored to have you. He said, I'll communicate with you on all person. So kind of you. Alors, les papas, les parents malades. Il y a les parents toxiques, il y a les parents malades. Ok? Les parents toxiques sont des gens
qui ne sont pas forcément mauvais, ce ne sont pas des ennemis, mais ce sont des gens qui sont capables de détruire la vie des enfants. Et ils sont capables, les parents toxiques, ils sont capables de te pousser à avoir de la mauvaise compagnie, à faire la connaissance des mauvaises personnes, à être accro et dépendant aux mauvaises personnes. Et ça, c'est grave. Alors, pourquoi tu as développé une dépendance aux gens qui sont très nocifs? D'abord, je dois comprendre le mécanisme de la dépendance. Est-ce que tu n'as pas une dépendance affective dans ta famille? Car il y a toujours la contagion psychologique des parents aux enfants. Oui. Alors là, quand tu es coincé, isolé, par exemple, tu as grandi dans une famille de malades, de parents malades ou d'un parent malade, tu étais très petit, tu n'avais pas de pouvoir, tu n'avais pas de force, tu n'avais pas de moyens, et tu étais un ignorant, parce qu'à l'âge de 3 ans, tu es ignorant, tu ignores tout. À l'âge de 2 ans, tu ignores tout. Pourquoi j'ai dit ça, ignorant? Parce que ce sont les parents qui seront responsables de ton système de croyance familiale. C'est-à-dire, on va te faire croire des choses et tu vas adhérer à ces choses et tu vas plus pouvoir ne pas les utiliser. Et tu vas garder une logique, un raisonnement dans ta tête, dans ton esprit, qui peut ne pas être bon, qui peut être très nocif. Par exemple, une mère qui a un délire de persécution, ou une mère paranoïaque, ou une mère qui est très soucieuse, ou une mère qui ne fait confiance à personne. Alors, cette mère va priver ses enfants, va les empêcher de vivre une vie paisible, une vie sans peur, sans crainte, sans incertitude. Et quand tu ne peux pas faire confiance aux autres, ça peut toucher ta confiance en toi. Et ça, c'est très mauvais. En plus, tu vas être isolé tout le temps. En plus, tu ne vas pas pouvoir avoir des relations. En plus, tu ne vas pas pouvoir maintenir une relation d'amitié ou d'amour. Pourquoi? Parce que tu es tellement angoissé, tu es tellement stressé que tu préfères arrêter une relation qui est merveilleuse uniquement pour te soulager et pour te libérer de ce sentiment par exemple, de la peur d'être trahi. Tellement tu as peur d'être trahi et déçu que tu vas tout laisser tomber. C'est pas est-ce que ça vous est déjà arrivé? Nos enfants sont une pâte à modeler. Bravo, j'ai trop aimé votre commentaire, monsieur Rami. On peut tout faire avec. Un badge. Et après, on va payer ça trop cher. Par exemple, quand tu gâtes ton enfant, tu l'exposes à plusieurs risques. Un enfant gâté, c'est un adulte raté. Je le dis toujours et c'est vrai. Quand tu gâtes quelqu'un, tu lui dis que voici le bonheur, voici comment les choses doivent se passer, se dérouler. Et puis le petit, dans sa tête, il a une idée fixe. Il a une logique propre à lui, il a un logiciel, une application propre à lui qui dit que voilà ce que tu mérites et voilà ce qui doit normalement avoir lieu. Alors que dans la vie, c'est pas ça. La vie, c'est autre chose. La vie, c'est autre chose. La vie, c'est une aventure. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des déceptions, il y a des surprises. Il y a des gens qui sont bons et des gens qui sont mauvais, des gens qui sont bons, mais avec nous, ils vont être mauvais parce qu'on est faible, on n'a pas une personnalité assez bien forgée, si vous voulez. On n'a pas une personnalité assez bien immunisée, si vous voulez. Donc, il y a des gens qui sont très gentils, très serviables, très bons, très respectueux. Mais quand ils tombent sur une personne qui n'est pas très confiante en elle, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils vont pas bien traiter cette personne. Pas parce qu'elle ne mérite pas d'être bien traitée, mais c'est parce que cette personne, c'est comme il y a des gens qui ont un problème de confiance en soi et un problème d'estime de soi. C'est comme s'ils ont une carte visite ici qui dit « Viens me manipuler, viens me maltraiter ». Ok? C'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire quand je te dis que
tu es mal accompagné, ça ne veut pas dire que tu es avec une mauvaise personne. Peut-être que c'est toi qui es la mauvaise personne. Peut-être que c'est toi qui dois travailler sur sa personnalité. Écoutez, je suis pas là pour vous complimenter, mais je suis là pour discuter. Moi, j'aime bien les discussions. Discussions pour arriver à certaines fins. Mon objectif, c'est protéger les adolescents de la mauvaise compagnie, mais moi, mes petits poussins qui me suivent doivent savoir que peut-être que c'est toi qui es très mauvais pour cette personne. Donc tu es mal accompagné parce que tu n'es pas avec la bonne personne. D'accord? You know what? Many people that I know in Casablanca, as an example, especially in Marif, are smoking, and all these gays are doctors. What are you looking for? You're looking for my opinion? It's not my business. Try to pay attention to what I'm saying, please. I'm not here to criticize people. I'm here to discuss an amazing, useful topic. Ok? Alors, la mauvaise compagnie. Je peux pas, je suis incapable de protéger un adolescent. والله اللي سكيوني فيها على سامي الدكتور قليل محترمة نازلة عنك حق بعد والله الله يجزيك الله يلو خيرت وبيك والناس مال عينين صل مرحبا وسهلا وهلا بالناس الزينة وبالبيضان ورمضان مبارك كريم. La nature n'admet pas le vide. Un enfant qui a une carence affective va la chercher ailleurs. Trop bien dit, monsieur Ram. Trop bien dit. On a un manque, on a un vide, on a une soif. Il faut arroser. Ne laissez pas ni votre enfant, ni votre partenaire sortir assoiffé. Il va accepter d'être arrosé par de l'eau ou par même de l'urine. Ok? Je m'excuse pour cet exemple, mais c'est pratiquement, c'est exactement ce qui se passe. Tu as soif. Si je te donne de l'eau potable, ok, tu vas boire, mais si je te donne de l'eau qui n'est pas potable, bon, une eau qui n'est pas propre, si vous voulez, bah, je suis sûre que tu vas la boire parce que tu as tellement soif que tu risques même de mourir. Je sais pas, mais il y a toujours une probabilité. Donc c'est la carence affective qui touche les gens, qui pousse les gens à chercher ou à accepter la mauvaise compagnie. Alors, mauvaise compagnie. J'ai déjà parlé avec des adolescents, avec plusieurs adolescents. Qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que l'adolescent, il n'est pas stupide. Les adolescents ne sont pas stupides, ne sont pas moins intelligents que les parents, ne sont pas idiots. Quand tu sors avec un toxicomane, tu n'es pas un idiot. Tu es une personne qui ne connaît pas encore sa valeur. Tu es une personne qui n'a pas encore bien finalisé une bonne image sur elle. On a tous été enfants, on a tous été petits, on a tous été faibles. On a tous eu recours à nos parents pour avoir de la confiance en soi. On avait tous l'habitude de tout raconter à nos parents. Pourquoi tu racontes tout à tes parents? Ou pourquoi tu racontais tout à tes parents? Parce que tu as besoin d'être rassuré. Parce que tu as besoin d'être protégé. Parce que tu as besoin d'être accompagné. Parce que tu te sentais seul face à une situation X. Mais quand on grandit, on affronte et on confronte, on affronte plusieurs problèmes, plusieurs difficultés, plusieurs catastrophes et on raconte rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus besoin d'être rassuré. C'est à nous de rassurer nos parents. Ça s'appelle le stade adulte. Si tu n'es pas encore arrivé au stade adulte, tu vas pas comprendre ce que je suis en train de dire. Mais je pense que les hommes ici sont tous d'accord avec moi. Chers hommes, est-ce que vous avez découvert que en avançant dans l'âge, en devenant adulte, on n'a plus cette envie impérieuse, si vous voulez, de tout raconter à nos familles.
On ne veut pas faire du mal à nos familles parce que quand tu racontes à ta maman ce qui s'est passé, un problème, un souci, automatiquement, elle va souffrir à ta place. والله اللي نعتز بك ونفتخر بك دكتور محترم ومستوى جميع المواضيع وجميع اللغات. والله إلا وخيرت، والله إلا وخيرت، حشمتني زاد بحسانك مال عينه وخيرت. باللهجة العامية استفيد أكثر، وجهة نظر. باللهجة العامية معناها العربية. راني درت واحد لايف بالعربية اليوم، لعبت سايبر قد جبع عليه. كون سمحوا لي قراني خاصني ضروري نتكلم بياسر من اللغات. كون سمحوا لي انا سبقت العربية ودرت لايف نظن عنه كافي يعني ومفصل زاد مولي قد جبع عليه راه مسجل. الله يطول عمرك. Alors, est-ce que vous avez commencé à comprendre que la dernière chose à laquelle il faut penser, c'est réagir, c'est critiquer, c'est demander, c'est punir. Moi, je comprends pas pourquoi tu penses à punir un enfant. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est très violent d'avoir cette culture de punition. Pourquoi tu vas le punir? Qu'est-ce qu'il a fait? Finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose qu'il a désiré. Il a voulu faire quelque chose. Donc, même si tu vas le punir, il va pas comprendre. Il pourra très bien reprendre la même erreur autrement, dans un autre emballage. Et une punition après l'autre, une punition après l'autre, le patient ou le petit, qu'est-ce qu'il va développer? Il va développer une faiblesse en matière de la confiance. Pour ce qui est de la confiance en soi, il va devenir faible. Peut-être que vous allez toucher l'amour inconditionnel. Donc, le petit va sentir que il est dans l'obligation d'être un enfant obéissant, ce qu'on appelle un faux gentil. Les faux gentils sont très dangereux parce qu'ils gardent dans leur cœur ce qu'on appelle de la colère réprimée. Et la colère réprimée, c'est catastrophique. Parce qu'un jour, il va s'exploser et les faux gentils ne s'explosent pas toujours par la colère ou par la drogue. Des fois, ils s'explosent ils s'éclatent par, ou cette colère réprimée s'éclate par la manipulation. Les faux gentils peuvent très bien devenir des manipulateurs et c'est très très dégoûtant d'être un manipulateur. Les manipulateurs, je suis désolée les manipulateurs, mais ce soir on va parler de vous. Vous êtes très dégoûtants. Personne ne vous aime. Je parle des pervers narcissiques. Je sais que les pervers narcissiques n'ont pas de logique, donc ils n'ont pas de sentiments. Ils n'ont pas tous les sentiments normaux. Ils ne connaissent pas la joie. Un pervers narcissique ne connaît pas la joie. Il connaît uniquement la satisfaction, le plaisir. Il a le plaisir, il trouve tout le plaisir à visualiser les gens souffrir à cause de lui. Il est trop satisfait quand il voit les gens détruits. Un pervers narcissique, il est comme ça. Quand tu vois quelqu'un se suicider à cause de lui, il se sent vraiment héros. Il est très fier de lui. Mais la joie, il ne pourra jamais la connaître. Parce que c'est un enfant détruit. Un enfant détruit ne pourra jamais connaître la joie. Il connaît la satisfaction et le plaisir. La joie, ça nécessite une fondation. Et la fondation, il ne l'a pas. Et en plus, ce qui rend les choses difficiles, c'est que pourquoi le pervers narcissique ne pourra jamais guérir? Eh bien, tout simplement parce que dans sa tête, il n'admet pas qu'il est malade. Quand tu n'admets pas que tu es malade, automatiquement tu ne vas pas être traité et tu ne vas pas guérir. Est-ce que vous avez touché ce que je veux dire par ça? Est-ce que vous avez des questions avant que je vous cite les principaux profils, si vous voulez, de la mauvaise compagnie ou des gens qu'on n'a pas le droit de fréquenter ou de côtoyer? Alors, à vous la parole. Je vais vous donner 5 minutes si vous voulez ou 4 minutes pour parler pour lire vos commentaires, vos questions. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que voulez-vous qu'on consacre, qu'on planifie toute une séance pour traiter un certain point?
Résoudre tes problèmes seul signifie que tu es intelligente. Moi, je pense que résoudre les problèmes seul, c'est une grande question. Pourquoi? Parce que quand tu es capable de résoudre tes problèmes tout seul, on est tous capables de résoudre nos problèmes. Mais des fois, on a besoin d'une motivation. Des fois, on a besoin d'une une énergie spéciale. Alors cette énergie, c'est quoi? C'est l'amour. On a tous besoin d'un amour de qualité. Quand je dis amour, c'est amour du Dieu, amour des parents, amour de la famille, amour de son travail. Parce que si tu aimes ton travail, tu vas avoir une grande énergie. Ok? Écoutez, il faut être très intelligent quand on veut discuter, quand on veut analyser les choses. Sans amour, on ne peut pas être fort. Imaginons que tu n'as aucune source d'amour, tu dois la créer. Parce que qui dit amour dit bonheur. Si tu es incapable de créer ton propre bonheur, tu vas être dépendant. Et la dépendance est très nocive pour la santé, pour le bien-être et même pour le succès professionnel. Donc, l'homme est fait pour vivre en société. Pour vivre en société, on a besoin de développer les 9 types d'intelligence qu'on a déjà cités. Donc quand on dit, vous avez dit résoudre tes problèmes tout seul signifie que tu es intelligent, mais sur quel plan? Il y a 9 types d'intelligence. Nous avons l'intelligence, comme je l'ai cité l'autre fois, naturaliste, intelligence musicale, intelligence interpersonnelle, intelligence logico-mathématique, intelligence corporelle, intelligence intrapersonnelle et autres. Donc on n'a pas le droit de dire je suis intelligent tant que je ne connais pas tous les types d'intelligence. Et s'il y a une mise à jour, il faut toujours être à jour. On n'oublie rien de rien. On s'habitue, c'est tout. Jack Brel. On n'oublie rien. Nous avons une boîte noire qui s'appelle la zone d'ombre dans notre système nerveux central. Voilà pourquoi l'hypnose trouve toute sa place pour faire le grand ménage de cette zone d'ombre. Bonsoir docteur, pourquoi vous parlez en français alors que la plupart des spectateurs n'en parlent pas? Monsieur Ayoub, vous êtes un homme, je suis une femme. Je fais ce que je veux, vous faites ce que vous voulez. Je suis au Maroc et j'ai le droit de faire tout ce que je veux tant que je n'insulte personne. Donc si vous êtes là pour me faire des critiques, je vous rappelle que le live, la page, mon compte et moi-même, nous sommes tous consacrés aux adolescents. Vous n'êtes pas un adolescent, donc je vous souhaite la bienvenue si vous voulez assister à mon live. Mais si vous avez des critiques, je vous invite à les garder pour vous-même parce que je ne vous ai pas invité. J'ai invité uniquement les adolescents. Cordialement, Dr Asma Amdouni. C'est ça ce que je veux entendre de vous, c'est un test. Ah, vous m'avez testé? Ça fait plaisir. L'intelligence émotionnelle. Nous, on dit intelligence émotionnelle. Très bien. Alors, on a dit que c'est inutile. C'est inutile, c'est une perte de temps d'essayer de convaincre, de persuader un adolescent ou de lui demander de couper les liens avec quelqu'un qui pour lui, qui pour vous, présente une mauvaise compagnie. Ok? D'accord? C'est inutile, c'est une perte de temps. Écoutez, je vais vous expliquer ça d'une façon très simplifiée, parce que c'est très important pour moi que les parents comprennent ce que je suis en train de dire. Alors, cher adolescent, quand quelqu'un te dit « méfie-toi de cette personne, reste loin de cette personne », quand quelqu'un t'ordonne, il y a une grande différence entre partager une information, c'est-à-dire je vais te dire « fais gaffe ». Fais attention, cette personne est dangereuse. Et un autre niveau, c'est donner un conseil. Donc il y a l'information, le conseil, l'ordre et la punition. Alors les parents, des fois, ne peuvent pas s'empêcher de confondre information, conseil, ordre et punition. On commence déjà par le stade D. On commence par la punition.
Et ça, c'est grave. C'est ça qui tue l'enfant. C'est ça qui fait de lui un esclave. C'est ça qui fait de lui un torchon. Écoutez, l'obéissance de votre enfant ne veut pas dire que vous avez réussi l'éducation. La réussite, la vraie réussite de l'éducation, c'est quoi? C'est faire de vos enfants des personnes autonomes. Tant que vos enfants ne sont pas autonomes, on ne peut pas parler de la bonne éducation. Ok? Alors, quand tu demandes à ton enfant, à ton fils par exemple, de ne plus parler avec quelqu'un, quand il dit oui, et quand il adhère, quand il répond oui à toutes tes demandes, quand il exécute exactement ce que vous avez demandé, croyez-moi, cela ne veut pas dire que le problème est résolu. Parce que quand mon fils me dit « Ok maman, je vais faire ce que tu as demandé », cela veut dire que j'ai pas un fils, j'ai un esclave. Donc un autre jour, ou une autre personne pourra faire la même chose avec mon fils et il va répondre de la même façon. C'est-à-dire que mon fils n'a pas de caractère, n'a pas de personnalité. Moi, j'adore le caractère. Un enfant qui a du caractère est un enfant qui va vraiment être quelqu'un de très épanoui. On ne peut pas communiquer ces informations, mais si vous avez besoin de plus d'informations, David ou David en English, vous pouvez très bien me contacter via docexpress.ma. Je vais recevoir un email de votre part et je vais répondre par un email d'une façon professionnelle. Très bien. Alors, un enfant obéissant, par exemple, écoutez, moi je pense que les enfants obéissants sont des victimes. Et les parents qui veulent absolument que leurs enfants soient obéissants, vous êtes des gens qui doivent absolument voir un médecin. Il faut lui exposer plusieurs choix et discuter avec lui. Il faut discuter, oui. Il faut discuter depuis son bas âge. C'est-à-dire, il y a une rubrique dans l'éducation qui s'appelle le respect. Alors moi, j'ai remarqué que les tabagiques et les alcooliques ont un petit souci, c'est qu'ils n'ont pas été respectés au stade enfant. Docteur, je ne vois un intérêt que vous parliez en français. Or, vous avez un dialecte médian parfait. Tous les Marocains peuvent vous recevoir facilement. Votre audience est marocaine. Veuillez parler en darija. Alors, monsieur Ahmed, vous êtes un dictateur. Pour moi, vous êtes dangereux. Pour moi, vous êtes un criminel. Maintenant, vous venez de commettre un crime intellectuel assez dangereux. Pour moi, vous avez été discriminant. Votre commentaire est très discriminant. Qui êtes-vous pour dire aux gens et demander aux gens et choisir à la place des gens la langue qu'ils vont utiliser pour discuter avec leur interlocuteur ou leur spectateur? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas un dieu. Le racisme est interdit, la discrimination est interdite, d'accord? Et le dérangement est interdit. Je suis une femme, je fais des vidéos, des lives pour les adolescents et je n'admets pas les adultes âgés de plus de 24 ans. Je n'admets pas. Je ne vous ai pas invité. Je suis vraiment désolée, mais toute personne âgée de plus de 24 ans, qu'elle garde ses critiques pour elle. Ok? Je suis marocaine, je vis au Maroc et je m'adresse aux adolescents. Tous les adolescents vont devoir un jour passer leur bac, leurs examens de la première année bac, deuxième année bac, faculté. Ils ont tous normalement censés être parfaits et bien maîtriser les langues étrangères. Alors si vous luttez contre l'apprentissage, si vous êtes vraiment très attaché à l'ignorance, je vous invite à rester ignorant parce que ça me fait ni froid ni chaud. C'est pas mon problème. Je vais vous bloquer parce que vous êtes une source d'énergie négative. Comment un homme peut... On est autoritaire avec nos enfants. Oui, malheureusement. Peut-être que c'est l'amour, c'est la crainte. Peut-être que vous avez juste peur de perdre vos enfants.
Parce que quand l'amour est très important, il y a de la crainte avec. Moi, je peux parler. Voilà pourquoi les étrangers peuvent très bien, des fois, être plus efficients et efficaces dans l'accompagnement de vos enfants. Parce qu'eux, ils n'aiment pas vos enfants comme vous. Vous avez un amour qui est très fort, mélangé avec la peur, mélangé avec vos craintes et vos problèmes et vos conflits avec votre enfant intérieur déjà. Comment un homme peut dépasser la souffrance, surpasser la souffrance due à la punition et la dureté qu'il a eue dans son enfance? Très bonne question, c'est Ayoub. Alors, un homme qui a déjà vécu des moments difficiles, de la punition, de la violence, de l'agressivité, de l'injustice de ses parents, c'est un homme qui ne va jamais oublier ce qui s'est passé. Il y a plusieurs personnes qui ont vécu des situations difficiles, qui ont été obligées de supporter de la maltraitance, qu'elle soit physique, intellectuelle, religieuse, psychique, ok? Alors ces enfants, ils vont toujours garder dans leur petit cœur toutes ces souffrances. Ils vont toujours garder cette souffrance dans leur mémoire. La seule façon de traiter tout cela, c'est l'hypnose, c'est les séances. Et l'hypnose ne doit pas être réalisée avant plusieurs séances avec le médecin psychiatre pour bien diagnostiquer et trouver les axes de la défaillance psycho-émotionnelle et même mentale. C'est-à-dire, tu as vécu de la punition, tu as été victime d'une agression, d'une violence atroce durant l'enfance. Tu dois absolument ouvrir ton cœur à ton médecin généraliste d'abord et puis à ton médecin psychiatre et tu dois bien décrire les choses. Mais il y a des freins. Alors là, je vais partager avec vous certains freins. Premier frein, c'est la religion. Par exemple, il y a le patient qui te dit « Merci docteur, tu as bien expliqué. » Alors, je vais vous expliquer un truc très important et très titi. Pourquoi? Bonsoir madame, bonsoir Lalla Fatima. Alors, quels sont les freins qui t'empêchent de retrouver le bien-être, qui t'empêchent de tout dévoiler à ton médecin traitant? Vous savez, c'est quoi? Eh bien, des fois, c'est la religion. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est pas bien de médire et c'est pas bien de voilà, c'est pas bien de médire et c'est pas bien de parler et de raconter tout ce qui est négatif par rapport à nos parents parce que le Dieu va nous punir. Écoutez, je vous interdis de raconter, de médire, de rapporter tout ce qui est négatif de vos parents à quelqu'un d'autre. Mais quand tu es dans un cabinet de médecine, quand tu es dans un cabinet de psychiatrie, ce n'est plus de la médisance, ça n'existe pas chez nous. Chez nous, il y a un secret médical, il y a un secret professionnel et le Dieu ne va jamais te punir. Ça, il faut l'expliquer dans les facultés, dans les lycées, dans les collèges et dans les écoles primaires. Il faut expliquer aux gens, il faut bien expliquer la religion. Parce que des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas la religion, qui croient que tu dois vraiment tout sacrifier, tout perdre, tout donner à tes parents pour qu'ils soient à l'aise. Et pour que tu sois un enfant ou un fils pieux, il faut que tu fasses tout pour que tes parents soient à l'aise. Alors que des fois, je tombe sur des cas d'injustice vraiment affreux. Par exemple, il y a des parents qui sont très injustes, favorisent, très injustes avec un fils qui est le plus gentil, le plus obéissant, le plus silencieux si vous voulez, le plus docile, voilà le bon terme. Et on demande à ce petit, à ce fils docile, d'aider, de donner de l'argent, de rendre des services, de se déplacer, de prendre des congés pour répondre à toutes leurs demandes. Et des fois, on demande à ce fils de tout faire pour qu'un autre fils soit à l'aise. C'est-à-dire, la maman ou le papa aime un seul fils, gâte un seul fils et demande à tous leurs enfants, d'aider cette personne. Donc automatiquement, il y aura de la haine, il y aura de la jalousie, il y aura de la souffrance,
Et cet enfant docile, gentil, obéissant, qu'est-ce qu'il a dans le cœur? Il a peur d'être puni par le Dieu au cas où il ne répond pas à toutes les demandes des parents et de son frère. Ça, c'est très injuste. Moi, je suis musulmane, ça n'existe pas en islam. En islam, on doit traiter les enfants. Il y a les droits des parents et les droits des enfants. En islam, l'islam est contre l'injustice. Donc, on doit traiter tous les enfants de la même manière. Mais quand je vampirise, quand je fais vraiment une manipulation depuis un bas âge de l'esprit de mon fils, je fais de lui tout ce que je veux. C'est-à-dire l'enfant, je le programme à être une victime. D'accord? Alors, ces malades ou ces gens, par exemple, quand tu es programmé à être victime, tu vas continuer à être victime de tes parents. Et tu ne pourras jamais changer. Pourquoi? Parce que tu as un frein religieux. Alors le frein religieux, pour être honnête, avec un esprit sportif, je vais vous raconter une astuce que j'ai découverte. C'est quoi? C'est que moi-même, j'ai fait des recherches sur l'islam. Et j'ai pu retrouver certains codes en islam. Et j'oriente le patient à un imam, c'est-à-dire ou un savant, ou un chercheur, ou un professeur de charia. Pourquoi? Pour qu'il lui explique correctement et avec des preuves, et même avec des chapitres, des versets du Coran, combien vos parents ou ses parents ont été injustes avec lui. D'accord? Il faut comprendre ce que je suis en train de... Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Je suis en train de parler d'un truc qui m'a vraiment coûté trop cher, qui m'a vraiment coûté un grand effort, plusieurs mois de recherche pour pouvoir répondre aux patients qui souffrent, qui ont des parents toxiques, qui ont peur d'être punis par le Dieu. Que pouvez-vous conseiller, docteur, quelqu'un qui souffre de... Ça se parlait depuis des années jusqu'au... Alors, je n'ai pas encore répondu à votre première question, c'est des Ayoub, parce que je suis médecin généraliste, donc ma réponse est toujours très longue, très générale, très vaste. Je suis vraiment désolée, mais je suis médecin généraliste, je ne peux pas répondre de façon concise. Ok? Alors, ce frein religieux, il est traité uniquement par la religion. Si tu demandes, tu peux partir à la mosquée et demander au monsieur qui est là, qui fait la prière, ou tu peux partir, par exemple, le Majlis Ilmi, c'est-à-dire les ministères de Awqaf Shu'ul Islamiyya, c'est le ministère de tout ce qui est en rapport avec la religion. Et il y a des chercheurs, des savants, des gens qui ont un grand savoir, qui ont fait des études, qui sont docteurs en charia. Donc, je pense qu'ils seront capables de t'aider à guérir. On va tous participer, on va assurer un travail collectif, un travail d'équipe, un merveilleux travail d'équipe, c'est-à-dire médecin et docteur en charia, pour pouvoir aider ce patient à se libérer de cette prison intellectuelle, de cette prison émotionnelle, de cette prison sentimentale auquel il a été exposé depuis son bas âge. D'accord? Donc toi, tu es programmé. Tu as été programmé de la part de tes parents pour être esclave de tes parents. Ok? Méfiez-vous de certains faux coachs qui ne cessent pas de faire des lives pour vous dire vos parents sont des pervers narcissiques, machin. Non. Personne n'a le droit de te dire que tes parents sont des pervers narcissiques, sauf votre médecin spécialiste en psychiatrie, après avoir discuté et communiqué directement avec votre papa. Pourquoi? Parce que c'est très important de découvrir et d'objectiver un signe très important chez les pervers narcissiques. C'est quoi? C'est la perte de logique. Il n'a pas de logique, le pervers narcissique. Ok? Je suis un peu fatiguée. Alors, c'est très important de comprendre que personne n'a le droit de mettre un diagnostic en psychiatrie sans consultation. Et surtout, dans la consultation, il y a une phase très importante qui s'appelle l'inspection. On doit faire une inspection, c'est-à-dire je dois visualiser les grimaces, les expressions faciales, la façon de marcher, les pas, la posture, le choix des couleurs, le mariage des couleurs et beaucoup de choses
avant même d'interroger le patient ou la personne censée être perverse narcissique. D'accord? Alors, juste un rappel, on est en train de répondre à une question très pertinente qui a été posée par un monsieur qui s'appelle Ayoub, qui a dit: comment puis-je sortir ou guérir, ou un conseil pour un homme qui a été victime d'une punition très importante et très dure durant son enfance. D'accord? Donc premièrement, tu as des freins. Premier frein, c'est le frein religieux. Pour être un bon fils, il ne faut pas que je dise quelque chose de mal de mes parents. Ce sont mes parents, ils ont tout fait pour que je sois à l'aise. Voilà le premier frein. Tu veux te libérer de ce frein, tu recours à quelqu'un qui est bien instruit, bien formé, qui a bien étudié Sharia pour qu'il puisse te donner la réponse qui va te satisfaire et qui va te réconforter surtout. Très bien. Alors, deuxième frein que tu as, c'est la programmation. Tu as un programme dans ta tête, tu as un logiciel dans ta tête. Tu as un logiciel qui dit que toi, tu es fait pour souffrir. Donc, si tu as dans ta tête cette idée fixe qui dit que tu es là pour souffrir, donc tu vas souffrir toute ta misérable vie. D'accord? Ça, c'est un frein. Tu as la conviction que tu es fait pour survivre et non pas pour vivre. Donc, automatiquement, tu vas souffrir. Alors là, je pense que c'est très intelligent de la part de ton médecin de découvrir ça. Parce que quand il découvre ça, il ne va pas travailler contre le courant. Parce que quand on veut changer quelqu'un, déjà, c'est pas intelligent de vouloir changer les gens. C'est pas intelligent. Donc le médecin, il travaille d'une façon intelligente. C'est-à-dire quand tu recours à moi pour une consultation, quand tu me dis docteur, par exemple, tu m'envoies une demande de consultation à distance via www.docexpress.ma, je vais t'envoyer un email, je vais te donner les choix, les heures pour prendre un rendez-vous. Quand je vais discuter avec toi, je vais remarquer qu'est-ce que tu as comme problème, de façon générale. Je vais t'orienter. Et quand je vais t'orienter, si je ne découvre pas durant la consultation les freins que tu as dans la tête, je ne vais plus pouvoir être utile. D'accord? Le sentiment de culpabilité. Oui, la culpabilisation, ça c'est un frein qui est très fort et robuste. Alors on disait quoi en fait? On parlait de combien c'est intelligent de découvrir les freins. Sinon, moi j'ai déjà vu des patients qui ont été suivis pour... J'ai déjà traité des patients qui ont été suivis par plusieurs psychiatres, et ça c'est une erreur. Normalement, tu ne dois pas changer ton psychiatre. Tu dois avoir un seul médecin traitant et un seul médecin psychiatre. Si ça ne marche pas, il faut que tu reviennes chez le médecin. Et si tu as des critiques, nous, par exemple, à l'hôpital, à la clinique ou au cabinet, on aime bien être critiqué. On aime bien avoir une idée sur... On aime bien avoir une idée sur le reflet, si vous voulez, de notre consultation. Par exemple, si tu me dis, docteur, la dernière fois, j'ai fait une consultation chez toi et j'ai pas trop apprécié comment vous étiez bien concentré sur la lettre d'orientation, vous étiez en train d'écrire et vous avez pris 1 minute sans le regarder, sans me prêter attention. Ça, c'est un détail. Ah, moi, j'adore les détails. Parce que quelqu'un qui est passionné par son travail, quelqu'un qui fait le travail qu'il aime, automatiquement, il va devoir faire très attention aux détails. Écoutez, les gens, ils sont très vulnérables. Quand un patient me dit, bon, si un ami me le dit, je vais couper tout lien avec cet ami. Si un copain me dit, Asma, tu m'as pas prêté attention, ou si je remarque qu'il y a une connaissance qui est très exigeante, sur le champ, je vais comprendre que cette personne est malade. Et moi, j'aime pas sortir avec les malades. Tu es malade, tu dois voir un médecin. Oui, je suis médecin, mais toi, tu es mon ami, tu es ma copine, tu es mon copain.
ou tu es mon mari. Ah, mon mari, c'est autre chose. Je dois prendre soin de lui. Mais si tu es mon fiancé, par exemple, si tu veux demander ma main, ou si tu es mon ami, si tu veux devenir mon ami, je ne veux pas avoir une amitié avec les malades. Et si je suis malade, je ne partage pas ce que j'ai dans le cœur. Et j'ai pas envie. Si je le fais, je le regrette. Ok? Faut pas raconter des problèmes. Pourquoi? Parce que tout le monde est malade. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des soucis. Tout le monde n'arrive pas à dormir de temps à autre. Donc, minimisant au maximum possible le stress et la toxicité. Tu es mon ami, je prends avec toi un café. Moi, des fois, je prends un café toute seule. Pourquoi? Parce que si j'invite quelqu'un ou si je suis invitée, automatiquement, les gens dépassent leurs limites. Si c'est un homme, il va te demander de partir avec lui dans un hôtel ou dans un appartement. C'est comme ça. Hein. Je suis désolée, je suis tellement franche. Dans un pays arabe, dans un pays des musulmans, il n'y a pas d'amitié entre hommes et femmes. Il n'y a que le sexe, que le lit, l'appartement, hôtel, villa, ferme. Il n'y a que ça qui se balade. Il n'y a que cette idée dégoûtante qui circule dans l'esprit des gens. Si je prends un café avec une femme, il faut vraiment qu'elle ait un quotient intellectuel assez important. Ben, sinon, je préfère. Écoutez, j'étais en train de lire. Je n'ai pas pu lire mon journal aujourd'hui parce que j'avais un rendez-vous avec la société qui va m'assurer les consultations à distance. Donc, comme je vais les expliquer dans mon live en arabe. Donc, du coup, maintenant, j'ai pris mon café et j'étais en train de lire. J'ai lu des articles très importants. Alors, les étudiants en médecine le boycott et tout. Et puis, j'ai lu quelque chose de très positif. Très positif, c'est que le Maroc, je pense, a progressé de 3 rangs dans le développement, dans l'indice de développement humain. Grâce à l'amour, grâce à la couverture sanitaire, grâce à plusieurs choses. Et ça, c'est très, ça honore les Marocains. Vous voyez? Donc, quand je lis mon journal, je découvre le monde. Je découvre quelque chose de positif. Je choisis ce que je veux lire. Dans la une, bon, pour les gens qui lisent... Est-ce qu'il y a des gens qui lisent toujours les journaux? Ici, j'ai Le Matin et L'Économiste. Bon, publicité gratuite. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est concret. J'aime beaucoup prendre quelque chose entre mes mains et le lire. Ça me fait du bien et puis c'est moins fatigant et ça m'aide à dormir parce que quand on visualise quelque chose qui est écrit sur des pages qui sont pas très agressives pour notre vue, ça nous aide à dormir. Par contre, tout ce qui est nouveauté sur les réseaux sociaux, par mail ou sur les journaux électroniques, c'est très fatigant. Très bien. Alors, lire un journal est plus important, plus confortable pour moi que parler avec une amie ou un ami nocif qui n'a rien dans le crâne. Très bien. Alors, nous avons dit le premier frein que si tu as été victime d'une enfance, d'une éducation par des parents toxiques, punition à ton bas âge, premier frein qui t'empêche de guérir, c'est quoi? C'est la religion, si tu ne connais pas ta religion. Et si tu crois que la religion t'oblige de souffrir. Le deuxième frein, nous avons dit, c'est que tu ne veux pas devenir un médisant, tu ne veux pas raconter quelque chose de mal de tes parents. Il y a d'autres freins, il y en a plusieurs. La culpabilisation, comme a mentionné le monsieur. Donc, tu te sens coupable. Des fois, tu racontes quelque chose. Par exemple, tu racontes quelque chose qui t'a fait trop mal, ok? Quelque chose qui a fait brûler ton cœur. Ta maman ou ton père t'a fait quelque chose qui fait mal et après, tu le regrettes. Écoutez, je vous rassure, c'est très normal de regretter par la suite. Pourquoi? Parce que dans le cœur d'un enfant victime d'un parent toxique, il y a un mélange. Il y a un mélange. Tu as de l'amour. Des fois, tu as même ce qu'on appelle des fusions
physio, amour, manipulation, amour, agression, amour, punition. Donc il y a toujours de l'amour. On est bien d'accord. Mais quand tu es maltraité par la personne qui t'aime le plus, ou par la personne que tu aimes le plus, ça déchire le cœur. Donc il y a plusieurs mamans et papas dans ce monde qui déchirent le cœur de leurs enfants par des culpabilisations successives et par des dilemmes à répétition. C'est-à-dire dans ton petit cœur, tu ne sais pas, est-ce qu'elle t'aime ou est-ce qu'elle t'aime pas. Tu deviens frustré, tu deviens perdu. Pourquoi? Parce que en même temps elle t'aime, en même temps elle te torture. Je pense que c'est très injuste de la part des parents de faire ça. C'est très méchant. Moi sincèrement, je n'aime pas ce type de parents toxiques, ce type de parents incompétents, ce type de parents qui volent et qui violent l'enfance d'un enfant. Tu es incompétent, tu n'as pas le droit de te marier, tu n'as pas le droit d'avoir des enfants. Point à la ligne. La consultation de psychiatrie, je pense qu'elle est obligatoire avant le mariage et avant la conception. Elle est obligatoire. Tu n'as pas le droit de mettre au monde un enfant si tu n'es pas capable de lui donner de l'amour. Quels sont les droits? D'après une psychothérapeute américaine qui s'appelle Susan Stewart, elle est décédée en 2020, je pense, ou en 2022, non, 2020, que son âme repose en paix. Elle a dit qu'un enfant a des droits, il a des besoins. Donc, il a le droit d'avoir un abri, ok, une maison, ok, appartement, foyer. Il a le droit d'avoir des vêtements, il a le droit d'avoir de la nourriture, il a le droit d'avoir de l'alimentation. L'alimentation affective. Et il a le droit, il a besoin d'être protégé. Donc, pour devenir un parent, tu es obligé d'assurer et de fournir une maison, vêtements, nourriture, affection et protection. Tu es obligé de protéger tes enfants. C'est-à-dire, si tu veux te marier, madame, tu n'as pas le droit d'épouser un homme alcoolique. Tu n'as pas le droit d'épouser un homme dépendant. Tu n'as pas le droit d'épouser un toxicomane. Pourquoi? Parce que si le toxicomane tue ou agresse tes enfants, c'est à cause de toi, madame. À cause de vous, madame. Parce que tu n'as pas choisi la bonne personne et le bon papa. Même chose pour les hommes. Un homme n'a pas le droit de choisir une mauvaise maman. Vous n'avez pas le droit de choisir une mauvaise maman. Parce que toi, quand tu pars travailler, t'en gagnes pas, tu laisses les enfants avec leur maman. Et les enfants passent une grande durée, de longues heures et journées et années, seuls avec leur mère. Donc tu n'as pas le droit d'épouser une mère malade, et tu n'as pas le droit d'épouser une mère mauvaise. Pour pouvoir juger et choisir la bonne personne, tu dois d'abord commencer par toi-même. Tu dois avoir dans ta tête une idée fixe qui dit que un malade est incapable de choisir une bonne personne parce que lui aussi est malade. Est-ce que vous avez touché la gravité d'un mariage sans consultation de psychiatrie? Moi, je conseille toute personne qui a déjà souffert durant son enfance de recourir à un médecin généraliste et puis à un médecin psychiatre ou un psychologue immédiatement après avoir reçu leur premier salaire. Ok? À quel degré l'état psychique peut influencer celui physique? Je ne peux pas répondre à cette question, monsieur. Parce que je ne connais pas votre physique, je ne connais pas vos organes. On ne peut pas accuser la plainte psychique. Parce que si dans ta tête, par exemple, il y a des gens qui ne boivent pas d'eau. On ne peut pas survivre sans eau.
Donc ce n'est pas le psychisme ce n'est pas ton état psychique ou la détérioration de ton état psychique qui a causé l'insuffisance rénale, par exemple. Tu manges pas les fibres, tu manges pas des fruits. Tu n'as jamais mordu, tu n'as jamais mangé des fruits. Donc automatiquement tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des carences. Tu fais pas du sport, tu dors pas tôt le soir. Donc on peut pas accuser le psychisme. À quel degré je peux pas répondre parce que on ne traite pas une maladie, on traite un malade. Vous avez tout à fait raison. Merci. Alors, maintenant, je pense que vous avez remarqué que dans la prise en charge de la dépendance ou de l'addiction, il y a un grand problème qui s'appelle les freins. Alors les freins, avec toute modestie, je vais partager avec vous certains freins que j'ai découverts. Et la découverte de ces freins m'a permis d'aider mon patient ou d'aider mes patients qui ont été patients de d'autres médecins, mais malheureusement, le changement de médecin est très nocif pour la santé. Moi, je conseille toute personne qui ne sait pas t'améliorer de revenir chez la même personne, le même médecin, le même professionnel de la santé et lui dire, s'il vous plaît, je ne suis pas guéri. Je ne sens pas une évolution. J'ai l'impression que je vais devenir fou. Comme ça, comme ça. Moi, j'aime beaucoup les gens qui me disent ça. J'aime beaucoup les gens qui me disent, docteur, j'ai l'impression que je vais devenir fou. Docteur, j'ai envie de crier. Docteur, j'ai envie de hurler. Docteur, j'ai envie de casser. Je sais pas moi, j'ai envie de crier, ok? Alors, quand la femme ou quand l'homme te dit j'ai envie de crier, je peux plus supporter, je suis très colérique, je vais m'éclater, ça, ce sont des signes. Et ces signes reflètent et expliquent très bien et montrent très bien la tension intérieure que vous avez dans le cœur. Ce n'est qu'une tension, ce ne sont que des petites colères ou de grandes colères qui se sont entassées une sur l'autre depuis des dizaines d'années, depuis ton enfance. Alors, par exemple, parmi les freins qui vous poussent à entasser ces colères, c'est quoi? C'est le système de croyance familiale que tu as hérité, qui dit par exemple que tu ne dois pas répondre à la méchanceté gratuite. Ouf. Je suis totalement contre. Si tu as été méchant avec moi, je dois être plus méchante avec toi. Mais toujours dans le respect et la politesse. Tu me manipules, je te manipule. Tu me manipules, tu veux me provoquer pour faire de moi ou faire sortir de moi, faire sortir la mauvaise version de moi-même. Je dois être capable de te démasquer, ta stratégie pourrie de manipulation. Et une fois que tu découvres que la personne en face veut vraiment te pousser, te provoquer pour que tu deviennes sauvage, pour que tu deviennes malveillant, pour que tu deviennes impoli, alors une fois que tu découvres cette mauvaise intention, tu vas être dégoûté. Et une fois que tu es dégoûté, tu vas comprendre que cette personne est là uniquement pour te provoquer. Alors, cette technique de manipulation pourrie que certaines personnes déploient est très dégoûtante. Oui, je le sais. Mais qu'est-ce qui t'empêche de garder ton sang-froid? Eh bien, ce sont les antécédents. La colère est toujours liée au passé et le stress ou la peur est toujours souvent liée au futur. Donc, si tu te mets en colère, tu ne sais pas comment gérer cette colère, alors il faut toujours penser il faut toujours se poser cette question. Est-ce que cette personne qui m'a provoqué n'a pas provoqué quelque chose qui a toujours été en moi? Ou n'a pas provoqué quelque chose auquel j'y crois tellement? C'est-à-dire que moi-même, je me disais toujours la même chose sur moi. Et cette personne n'est venue que pour décortiquer, si vous voulez, une insuffisance que je l'ai toujours eue. Que j'ai toujours eue. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Alors, c'est quoi le frein? Le frein, c'est que tu ne sais pas comment répondre à la méchanceté gratuite. Et ça, c'est un problème. Quand ta famille te dit, durant ton éducation, dans ton programme d'éducation familiale, on t'a dit, il ne faut jamais
dire quelque chose de mal aux gens. Même si quelqu'un te traite mal, tu dois toujours le traiter d'une bonne façon. Ça, c'est un niveau très avancé auquel on pourra arriver après de longues années de travail sur soi pour devenir sage. Quand on devient sage sur certains points, parce que la sagesse, on peut être très très sage sur certains points et on peut très bien être immature sur d'autres. Alors, quand on devient vraiment adulte et sage, on peut se permettre de ne pas répondre à la méchanceté gratuite. Pourquoi? Parce qu'on est devenu très fort. Mais si tu n'es pas encore devenu très fort, si tu n'es pas encore devenu très confiant en toi, n'essaie pas de te mentir, n'essaie pas d'incarner un rôle que tu ne peux pas assumer, que tu ne peux pas assurer. Tu veux montrer, est-ce que tu ne réponds pas à la méchanceté gratuite parce que tu as compris, tu es arrivé au stade où tu te dis cette personne est tellement mauvaise qu'elle va me contaminer, ou bien tu ne réponds pas à cette personne uniquement parce que tu as peur. Si tu ne réponds pas parce que tu as peur, tu vas souffrir. Si tu ne réponds pas parce que tu ne vois plus cette personne, c'est un néant, c'est n'importe qui, c'est rien, ça n'existe pas, bah, tant mieux. Mais si tu n'es pas encore arrivé à ce point ou à ce niveau, je t'interdis d'essayer de montrer une fausse version de toi. Je t'interdis. C'est déconseillé. Qu'est-ce que tu vas gagner? Quelqu'un est trop méchant avec toi. Quelqu'un qui te traite mal, quelqu'un qui te manipule, quelqu'un qui te ridiculise. Mais il y a la loi, il y a la police. Ok? Il y a la loi, il y a la police. Il y a une justice. On n'est pas là pour faire des gens ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, quand même. Est-ce que vous avez compris? Alors ça, c'est un frein. Ça, c'est un frein. Moi, actuellement, il y a des gens auxquels je ne réponds pas. Tu me traites mal, je ne te réponds pas. Il y a des gens qui, s'ils me traitent mal, une seule fois, je leur traite mal à la puissance 10. Et de façon très élégante. En utilisant le savoir avec la science, avec l'intelligence. Je le remets à sa place. Il a osé me maltraiter, je le remets à sa place. Je lui fais des rappels. Je lui rappelle sa nature, son origine, sa famille, ses parents. Qu'est-ce qu'il a vécu? Qu'est-ce qu'il n'a pas vécu? Est-ce qu'il est jaloux de moi? La différence entre moi et lui, l'écart qui se trouve entre moi et lui. Son avenir d'ici 5 ans, il sera quoi? Il fera quoi de sa vie s'il continue sur le même chemin d'impolitesse avec les gens? Le savoir, la religion, tout. Tu me ridiculises une fois, je te ridiculise à la puissance 10, mais toujours d'une façon très élégante, très très chic, très élégante, et toujours en réduisant l'accès. Il faut toujours réduire l'accès aux gens. Une fois que tu réduis l'accès, tu te protèges dans une bulle ou dans une boule. Et tu laisses la saleté là où elle est. Laissez les gens sales dans leur zone de confort. Ils ne peuvent pas se sentir à l'aise en dehors de leur zone de confort. Les gens sales, les gens qui ont un sale esprit, les gens qui ont un sale cœur, les gens qui sont là uniquement pour vous embêter avec de la méchanceté gratuite, ce sont des gens qui sont sales, qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas vécu le bonheur, l'amour, le respect familial, la tendresse, la chaleur humaine, la chaleur familiale. Donc ce sont des gens qui ont été victimes de leurs parents, de leur éducation. C'est pas votre affaire. C'est pas ton affaire. Tu n'as pas à éduquer les gens, quand même. Vous voyez? Il faut pas essayer d'être moins sensible et essayer de ne pas avoir une membrane interpersonnelle très perméable. Essayez de limiter le nombre d'échanges ou des échanges entre vous et les gens. Ne vivez pas à la place des gens. Ils ont leur vie. Vous n'êtes pas censé être responsable. Vous n'êtes pas responsable des erreurs commises par leurs parents.
Si tes parents n'ont pas eu le temps pour t'éduquer ou ils n'ont pas eu l'habilité et ils n'ont pas été capables de t'éduquer, ce n'est pas mon affaire. It's not my business. Ok? Arrêtez d'éduquer les gens. Arrêtez de vouloir changer les gens. Il faut vivre. La vie est très courte. On peut très bien décéder. On peut très bien quitter ce monde aujourd'hui, ce soir ou même à cet instant. Donc, puisque je vais un jour quitter ce monde, donc je suis là pour vivre ma vie. Je suis pas là pour montrer aux gens comment vivre. Si tu veux vivre, c'est ta vie. Si tu veux pas le faire, c'est ta vie. Reste loin de moi. L'essentiel, c'est que essaye de ne pas me casser la tête. Point à la ligne. Bonsoir madame. Bonsoir Sidi. Je suis désolée, vous êtes arrivé à la dernière minute. Donc je vous souhaite tout le bonheur. C'était un live très très amusant grâce au Dieu et grâce à vous parce que vous êtes très à la hauteur. Et c'est bien d'avoir ce type d'échange intellectuel. Donc c'était un live par rapport à la mauvaise compagnie. Quels sont les freins qui t'empêchent à bien éduquer tes enfants et à les empêcher d'avoir de la mauvaise compagnie, et quels sont les principaux ou les principales causes ou raisons qui poussent les enfants à avoir de la mauvaise compagnie, même s'ils sont conscients, ils sont persuadés qu'ils ne sont pas sur la bonne voie. On a traité le sujet des parents toxiques brièvement. On a parlé de certains freins qui t'empêchent de guérir, des freins qui se trouvent uniquement dans ta tête. Et avant de terminer, j'aimerais vous dire, faites très attention de la fausse page qui marchandise les médicaments ou qui arnaque les gens en montrant des publicités de médicaments. Ce n'est pas moi. Alors moi, je travaille d'une façon professionnelle et à cause de cette maudite page qui m'a cassé la tête depuis plusieurs années, maintenant j'ai commencé à faire les consultations à distance, des consultations d'orientation médicale uniquement, à distance via www.docexpress.ma. C'est-à-dire, tu te connectes, tu mets www.docexpress.ma, tu vas chercher mon profil, tu vas chercher un médecin dans la ville, dans la zone que tu veux. Donc tu vas appuyer sur demande rendez-vous. Rendez-vous, il y a deux rubriques, deux choix, soit consultation en présentiel, consultation à distance. Et puis tu vas pouvoir m'envoyer la demande. La demande, je vais la recevoir par mail, par email. Et puis je vais répondre à ma réponse. Vous pouvez très bien la voir, l'enregistrer, ou faire une capture. Elle sera toujours enregistrée sur votre compte email, compte Gmail ou Hotmail. Et puis c'est une façon d'être sûr que vous êtes en train de parler avec votre médecin. Et c'est une façon de vous protéger au cas où vous serez arnaqué. Ok? C'était très intéressant. Merci docteur. Je vous en prie, Sidi. Merci pour ce live, docteur. Je vous en prie, Sidi. Très bonne soirée.